Bonjour à tous. Oui, en effet, donc alors que la transition écologique et l'adaptation des entreprises aux normes ESG, donc environnement, social et gouvernance, peinent à monter en puissance, nous allons tenter de voir ce matin comment les acteurs du financement se préparent au verdissement de leurs activités, mais aussi à accompagner leurs clients. Donc avec notamment la participation donc, de Sandrine Berger, responsable ESG à la Caisse d'épargne Île-de-France. Je vous invite à me rejoindre. Et Cécile Goubet, directrice de l'Institut de la finance durable. Merci, bonjour, et merci aussi de venir à l'estrade. Alors Olivier Ramé nous présentera de son côté un nouveau dispositif d'accession à la propriété. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Oui, mettez-vous là, voilà, très bien, comme ça. Je lance le petit chronomètre. Donc voilà, donc Cécile Goubet, alors vous êtes un peu malade, je crois. Merci beaucoup d'être là malgré tout. Vous allez faire au mieux en fonction de ce que votre mal-être vous permet de participer. Donc, dans un premier temps, donc c'est assez récent hein, votre nomination à la direction donc de l'Institut de la finance durable. Peut-être que pouvez-vous nous rappeler donc l'origine de sa création et puis ses actions. C'est vrai que c'est récent et en même temps tellement chargé que j'ai déjà l'impression d'y être depuis pas mal de temps. Donc j'ai effectivement pris mes fonctions à la fin du mois de septembre à l'Institut de la finance durable. Donc la genèse du projet, pour vous donner un peu la big picture, c'est que finalement, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de massification des sujets liés à la finance durable. Et pour ce faire, on a l'absolue nécessité d'avoir l'ensemble des acteurs concernés autour de la table. L'ensemble des acteurs concernés, c'est le triptyque habituel, mais qui est encore plus prégnant pour les sujets qu'on traite. Pouvoir public, y compris agences de régulation, les entreprises et les financiers. C'est, à notre sens, vraiment absolument essentiel si on veut pouvoir établir des solutions qui soient efficaces et bâtir un langage commun et des outils qui puissent servir dans le cadre des sujets que nous traitons. Donc vous l'avez compris, ça c'est un peu notre enjeu, c'est vraiment d'accélérer sur les sujets de finance durable pour pouvoir permettre de décarboner l'économie. Mais il n'y a pas que la décarbonation, il y a aussi plus globalement l'enjeu des ressources au sens large sur lesquelles on pourra revenir et la question de toute la partie sociétale et gouvernance. Voilà, pour vous donner peut-être un bref aperçu de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Alors justement, quelle est la situation de ce financement de la transition écologique? Parce que ce qui était assez surprenant lors des premières rencontres de l'Institut de la finance durable le 22 avril, les intervenants, donc exclusivement, enfin essentiellement des financiers, enfin de la sphère financière, semblaient dire que les projets traînaient à cause des réticences des entreprises, alors qu'il s'agit non seulement de faire face à l'urgence climatique, mais aussi réglementaire. Peut-être pouvez-vous d'ailleurs nous dire un petit mot sur ces exigences réglementaires à venir, notamment européennes. Alors, on va peut-être prendre le sujet effectivement. Alors, je commence par quoi ? On va commencer par la partie effectivement. Qu'est-ce qui se passe en termes de financement de la transition écologique et quels sont les freins aujourd'hui à lever. Et après, on pourra faire le lien avec la partie réglementaire. On a publié un rapport au mois de mai 2023 sur le financement de la transition écologique en France, qui était assez clair. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est en plein dans l'actualité aujourd'hui avec l'Union des marchés de capitaux. C'est que globalement, aujourd'hui, en France, on doit mettre, ça a été mis à jour depuis, mais globalement, 110 milliards d'euros par an supplémentaires. Combien ? 110 milliards d'euros par an supplémentaires au niveau de la France d'ici à 2030. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, on a potentiellement les moyens de financer cette transition. C'est ce qu'ont dit les participants. Exactement, puisqu'on a un niveau d'épargne très élevé et qu'on peut mobiliser l'épargne longue qui représente à peu près 3 200 milliards d'euros. La question derrière ça, c'est comment on fait pour mobiliser cette épargne? À quelles conditions? Et c'est là qu'on rejoint effectivement le sujet cœur qui a été abordé lors des rencontres. C'est qu'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est pas tant qu'il n'y a pas de projet,
c'est qu'il faut qu'on s'assure en fait de la rentabilité économique de ces projets. Si on mobilise l'épargne des Français, c'est-à-dire votre épargne, après tout dépend des personnes, mais enfin globalement toute l'épargne des Français, on attend quand même d'avoir un minimum de rentabilité, de retour sur investissement sur notre épargne. Donc il faut s'assurer derrière de l'équilibre économique des projets. Et c'est ce qu'on propose globalement dans notre approche qui a commencé à être déclinée au niveau sectoriel, mais on pourra y revenir, c'est de créer les conditions de cet équilibre économique pour pouvoir mobiliser l'épargne des Français. Alors, quand vous parlez de rentabilité, c'est la rentabilité pour une entreprise qui va se lancer dans un projet de décarbonation et elle va avoir un retour sur investissement très long, ou c'est l'épargnant qui va investir dans un véhicule peut-être financier et c'est cette rentabilité-là, c'est de laquelle ou les deux peut-être? Alors là, on parle vraiment de la rentabilité des projets de décarbonation. Alors après, ça peut rejoindre aussi des actions des épargnants. Par exemple, je veux changer mon moyen de chauffage ou je veux acheter un véhicule ou ce genre de choses-là, y compris les vélos cargo qui sont quand même très chers. Mais du coup, il y a cet enjeu à chaque fois de se dire est-ce que finalement le coût d'investissement dans cet investissement décarboné, est-ce que j'arrive à le rentabiliser ou pas? Voilà, donc ça c'est vraiment le premier aspect. Après, sur la réglementation européenne, globalement, si on ne va pas faire de l'archéologie, mais on est quand même très mobilisé au niveau européen sur les sujets climat-environnement depuis le début des années 2000. Il y a des outils qui ont été mis en place dès 2005 à l'échelle européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a le Green Deal qui est arrivé autour des années... le paquet énergie-climat 2030 qui a été renforcé avec le Fit for 55. Des enjeux de souveraineté énergétique d'ailleurs qui ont émergé avec la crise énergétique, qui ont rajouté des ambitions en matière de développement des énergies renouvelables et de notre souveraineté énergétique aussi. Et dans le même temps, il y a la notion de comment on mobilise effectivement la partie financement privé pour ce faire. Et pour ça, l'Europe s'est appuyée globalement sur 3 piliers. Le premier qui est tout simplement la taxonomie pour définir un peu quelles sont les activités qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle finance durable. Après, toute la partie obligation d'information. Et c'est là qu'on va arriver avec globalement tout ce qui est CSRD, SFDR, tous les textes réglementaires européens. Et après, la partie outils. Qui est lié aussi notamment à toutes les normes règlements sur la norme volontaire pour les green bonds. On est aujourd'hui dans le cadre d'un déploiement de ces outils-là avec des enjeux auxquels il faut pouvoir répondre. Nous, ce qu'on voit de notre fenêtre, c'est qu'il est absolument essentiel que l'approche européenne, qui est finalement de se dire, au travers de ces réglementations, on va au-delà d'une simple gestion des risques, c'est vraiment engager l'ensemble des acteurs sur une réflexion sur leur plan de transition. Et pour ce faire, il faut quand même qu'on arrive à avoir quelques indicateurs clés au sein de la taxonomie, au sein des ESRS qui déclinent le CSRD, de façon à ce qu'on ait un espèce de tableau de bord ou une capacité à être le plus au clair possible sur les indicateurs de la transition. Et c'est vraiment l'enjeu, là, aujourd'hui, sur cette partie réglementation avec les acteurs de la place, c'est se mettre d'accord sur les indicateurs clés. Parce qu'on ne les a pas, dans la CSRD, il y en a, la CSRD, j'ai noté... Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc il faudrait en fait simplifier la lecture. Alors, c'est pas simplifié. En fait, c'est la différence entre la partie reporting et la partie stratégique. Le reporting, il faut évidemment le faire, mais dans le cadre de ce reporting-là et de tous ces indicateurs-là, à terme, on pourrait imaginer que de la même façon que quand vous ouvrez un rapport financier d'une entreprise, vous avez quand même des indicateurs très clairs que vous retrouvez partout, qu'on puisse avoir la même chose sur la partie climat. Et ça, on n'y est pas pour l'instant. Hein. On est en train d'y travailler. D'accord. Ok. Parfait. Merci. On va vous laisser vous reposer un petit peu. Donc, Sandrine Berger, donc, je rappelle, vous êtes responsable ESG donc, à la Caisse d'épargne Île-de-France. Donc, à la Caisse d'épargne Île-de-France, au-delà du financement des entreprises, votre action vise aussi à accompagner vos clients dans leur transition environnementale, mais aussi sociétale un peu. Enfin, vous allez nous expliquer ça. Comment procédez-vous
Alors, d'abord, bonjour à tous et merci de votre invitation à cette table ronde. Je vais peut-être juste, avant de répondre à votre question, Fabienne, rappeler qui nous sommes parce que ça va aussi éclairer le propos ensuite. Nous sommes une banque régionale, donc ancrée sur le territoire de l'Île-de-France, et nous couvrons tous les acteurs franciliens, c'est-à-dire les acteurs publics, mais aussi les associations et les entreprises de toute taille et de tout secteur. Que ce soit des PME, des ETI ou des grands comptes. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir une vision très large, en fait, des enjeux et des contraintes des acteurs franciliens sur ces sujets de décarbonation. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, quand nous avons pleinement pris conscience de ces enjeux d'accompagnement client, c'est vrai que nous avons d'abord pris le sujet sous l'angle solution de financement parce que nous sommes des banquiers, donc c'était plus intuitif et puis c'est le cœur de notre métier. Pour autant, ces solutions, nous les avons développées, elles existent aujourd'hui, mais finalement, elles permettent de financer nos clients qui sont aujourd'hui les plus matures en matière de décarbonation, les plus avancés sur la définition de leur stratégie RSE, sur la définition de leur trajectoire carbone. Et ça correspond pas à tous les acteurs franciliens. On parle là des plus gros acteurs franciliens, en fait. Vous pouvez nous citer quelques exemples de ces outils, justement, que vous avez mis à disposition ? Des outils que nous avons mis... Non, de ce que vous avez proposé, mis en place pour ces gros acteurs. Oui, je reviendrai sur toutes les solutions financières, effectivement, mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'en sont pas justement à ces solutions de financement, ne sont pas confrontées à ces solutions à ces sujets de financement parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes leviers que les grands groupes. Et pour autant, ils ont quand même des enjeux de valorisation et de pérennisation de leur activité. Et donc, c'est aussi vis-à-vis de ces acteurs et au-delà donc des sujets de financement que nous avons un rôle à jouer qui est de les sensibiliser et de les accompagner finalement très en amont de leur projet et donc bien avant ces sujets de financement dont on vient de parler. Parce qu'il faut qu'on leur facilite et qu'on leur rende accessible la transition. Et c'est vraiment ce nouveau rôle de banquier conseil de la transition et de tiers de confiance vis-à-vis de partenaires ou d'experts internes sur lequel nous axons vraiment nos efforts depuis 2 ans pour aller dans ce sens, en fait. Et ça passe aussi donc par la formation de vos collaborateurs. Oui, alors on a plusieurs axes de travail, effectivement. On s'est fixé en tout cas 3 principaux objectifs. Le premier, c'est de nous doter d'une organisation efficace pour adresser ces enjeux ESG. Et là, ça passe par le renforcement de nos équipes avec des personnes qui sont dédiées pour porter ces sujets ESG au sein des métiers. Et ça, c'est très important parce que nous devons accompagner au sein des métiers et au-delà de la direction RSE qui existe à la Caisse d'épargne Île-de-France, mais dans les métiers, nous devons avoir des personnes dédiées qui accompagnent en fait l'évolution du métier de banquier. Et il est important, comme l'évolution qui concerne toutes les entreprises avec ces enjeux ESG. On doit également se doter d'expertise au sein des métiers et diffuser très largement notre stratégie RSE au sein de tous nos métiers. Donc, typiquement, moi je suis spécifiquement dédiée à ces sujets au sein de la Banque de développement régionale, donc qui couvre tous nos marchés, entreprises et institutionnels. Et puis au-delà de cet objectif de renforcement de nos équipes, c'est aussi effectivement l'accompagnement de nos collaborateurs. Et ça, c'est un enjeu clé parce que accompagner la décarbonation de nos clients va passer par l'accompagnement de nos collaborateurs et la compréhension de nos collaborateurs des enjeux. Ce sont nos équipes commerciales qui sont en contact avec nos clients tous les jours. Et donc, ils doivent avoir une bonne compréhension de ces enjeux. Ils doivent intégrer cette nouvelle matière qui est l'extra-financier. Le financier, c'est notre cœur de métier, on le connaît par cœur, on le maîtrise. Mais l'extra-financier, comme pour nous tous aujourd'hui, c'est quand même une nouvelle matière qu'on doit intégrer à nos activités et qu'on doit comprendre. Justement, vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples de ces enjeux auxquels sont confrontés les entreprises, enfin vos clients ? Oui, tout à fait. Alors,
Là où on aide nos chargés d'affaires dans la compréhension, c'est d'abord d'avoir une approche territoriale. Les enjeux de l'Île-de-France ne sont pas les mêmes enjeux que la région Rhône-Alpes ou le littoral atlantique, notamment au regard des risques climatiques, par exemple. Mais les enjeux de l'Île-de-France, ils sont aussi très spécifiques, et notamment en lien avec la décarbonation, parce que c'est quand même 10% d'émissions de GES en Île-de-France, et en lien avec le secteur du bâtiment qui, à lui tout seul, représente 68% des consommations énergétiques et 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc cette approche territoriale, elle est importante. Au-delà de ça, il y a également l'approche sectorielle, et je dirais même sous-sectorielle, parce que tous les secteurs d'activité ne sont pas soumis aux mêmes enjeux, ne sont pas tous émissifs de la même façon. Et si je vous prends un exemple, nous couvrons un marché spécialisé qui est les professionnels de l'immobilier. Et nos chargés d'affaires doivent comprendre que un promoteur immobilier n'a pas les mêmes enjeux qu'un investisseur immobilier, par exemple. Un promoteur immobilier va avoir des enjeux de décarbonation liés, bien évidemment, à la construction du bâtiment, donc aux matériaux de construction qu'il utilise et au recyclage des déchets de chantier. Un investisseur immobilier, lui, il va avoir plutôt des enjeux liés à l'efficacité, à la sobriété énergétique de son bâtiment et à l'usage de son bâtiment. Donc voilà, cette approche sous-sectorielle est vraiment clé. Et puis après, il y a la compréhension de comment le modèle d'affaires de nos clients va être percuté par ces enjeux environnementaux et comment nos clients vont devoir faire évoluer leur modèle d'affaires. Et ça, c'est quand même très, très complexe. Toutes les activités ont leur spécificité, mais si je prends un exemple, là aussi, quand vous êtes face à une entreprise qui vous explique que pour une partie de son activité, dorénavant, elle va non plus vendre ses produits, mais les louer avec une prestation de service associée, comme de la maintenance, par exemple, c'est-à-dire qu'elle fait évoluer son business model vers un modèle économique de la fonctionnalité, il faut comprendre les enjeux que ça implique, les impacts. Et les impacts, c'est une structuration des revenus qui va évidemment évoluer pour cette entreprise, mais aussi un besoin de financement de socle beaucoup plus important. Et donc, c'est là d'ailleurs que l'extra-financier rejoint le financier, c'est que il est important de comprendre les impacts pour adapter notre accompagnement à nos clients. Et dans ce cas de figure, par exemple, c'est le banquier doit financer les stocks. Et puis il y a une autre approche qui me paraît clé, c'est l'approche réglementaire. Cécile en parlait. Mais connaître nos clients qui sont soumis au décret tertiaire, connaître nos clients qui sont soumis à la réglementation, par exemple BGES, donc bilan des gaz à effet de serre, c'est essentiel parce que ça permet de les orienter vers les bons experts pour adresser ces problématiques et pour leur permettre de répondre aux exigences réglementaires. Et il y a une autre réglementation qui me paraît essentielle et dont Cécile a parlé, c'est la CSRD. Mais aussi je l'ai noté dans mes notes, mais la CSRD, précisément c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. Merci. Et en fait, c'est ce qui va obliger les entreprises à réaliser un rapport extra-financier, en fait, ce dont parlait Cécile. Et ça rentre en vigueur l'année prochaine, je crois. Ça rentre en vigueur de façon progressive selon la taille des entreprises. D'abord, c'est 2026 le début, je crois. D'abord, c'est 2025. 2025 pour les premières et pour celles qui, jusqu'à aujourd'hui, réalisaient ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière. Et puis ensuite, ça va progressivement aller vers les entreprises qui font moins de 250 salariés, voilà. Enfin, plus de 250 salariés, pardon, voilà. Jusqu'au PME coté. Y compris non européennes. Non européennes à partir. Non européennes, ouais. Qui auront des échanges avec des entreprises européennes. C'est ça. Enfin, qui sont présentes sur le territoire, enfin, qui n'ont pas leur siège en Europe, mais qui ont leurs activités en Europe. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point la réglementation peut aussi être un levier qui dépasse un peu les frontières européennes habituelles. Et l'implication de cette réglementation, c'est que, comme on le disait, les entreprises qui vont y être soumises sont des entreprises d'une certaine taille, pour l'instant. Mais pour autant,
pour que ces entreprises répondent aux exigences de la réglementation, elles vont embarquer toute leur chaîne de valeur. Et c'est là que finalement, on doit bien comprendre que tous nos clients sont finalement concernés, soit directement, soit indirectement. Donc voilà, ça, ce sont les différentes clés que l'on donne à nos collaborateurs pour bien comprendre les enjeux et accompagner leurs clients et surtout adapter l'accompagnement. Rapidement, je suis désolée, parce qu'on va laisser la parole ensuite à excusez-moi, à Olivier Ramé, pardon. Rapidement, comment ça se traduit dans votre activité aujourd'hui? Vous me disiez, donc, avant, on n'avait pas du tout de financement spécifique, il n'y avait pas les ENR, tout ça. Aujourd'hui, entre le début de la démarche et maintenant, quelle est il y a une nouvelle... Oui, alors, comme je le disais, on a commencé effectivement par axer nos efforts sur le développement de solutions financières avant d'arriver à ce rôle de banquier conseil de la transition. Les offres de financement, elles ont été progressivement développées. D'abord, une offre de prêt à impact qui vise en fait à valoriser et à soutenir nos clients qui ont une démarche RSE volontariste, en leur proposant en fait un taux d'intérêt indexé sur des critères de performance environnementale et sociale. Et si ces critères sont atteints, nos clients ont le choix de reverser tout ou partie de la bonification à des associations de leur choix. Et là, ça fait sens parce que ça permet de soutenir des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Et ça fonctionne depuis que nous avons lancé le prêt impact fin 2020. Nous avons financé au travers de cette offre en fait 300 millions d'euros de projets auprès de nos clients. On a également élargi par la suite en fait cette offre à une gamme de prêts dédiés cette fois au financement d'actifs verts. Donc d'actifs liés à la rénovation énergétique, d'actifs liés à la mobilité. En parallèle de tout ça, nous avons pris conscience de la nécessaire accélération, et surtout en Ile-de-France, c'est là que l'approche territoriale, encore une fois, est importante, de la nécessaire accélération du développement des énergies renouvelables en Ile-de-France, mais aussi de la nécessaire acquisition d'expertise, parce que financer ces projets d'énergie renouvelable, ça nécessite des expertises spécifiques, et donc nous nous sommes dotés d'une équipe. Aujourd'hui, on a une équipe spécialisée sur ces sujets-là. Okay. Et puis enfin, un sujet aussi très important et très impactant en Ile-de-France, c'est le sujet de la rénovation des copropriétés. Nous sommes aujourd'hui les seuls à proposer une offre qui est de préfinancer les subventions et d'accorder un prêt collectif au nom des copropriétés pour permettre aux copropriétaires de se faire financer le reste à charge sur des durées longues et à un taux zéro. Et quand on connaît l'enjeu du secteur des logements collectifs en Ile-de-France, c'est très important. Et puis on a accéléré encore sur ce sujet en digitalisant le parcours de financement des copropriétés. Génial. Voilà, pour faire très rapide. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous presser un peu. Donc, avec Néo-Proprio, nous allons voir comment un acteur de la finance a initié en fait un nouveau dispositif de financement de l'immobilier. Je dis bien financement de l'immobilier. C'est pas que l'accession. Vous allez nous expliquer pour s'adapter donc aux enjeux sociétaux et sociaux, soit le S de la RSE et de ESG également d'ailleurs. Absolument. Bonjour à tous, merci Fabienne. Effectivement, donc Néo-Proprio est une entreprise à mission qui a pour raison d'être de libérer l'accès à la propriété. Donc l'idée sous-jacente, c'est quand même que l'on s'adresse aux particuliers qui aujourd'hui ont du mal à financer l'acquisition de leur logement. Mais effectivement, on est aussi là pour participer en fait au financement de la production de logements neufs en France. Il faut savoir que le logement, ça représente plus de 18% en fait du total des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est vraiment un sujet très important quand on parle. Alors le logement, vous voulez dire la production ou l'exploitation, c'est les deux, tout le secteur. Voilà, tout le secteur. Et effectivement, aujourd'hui, nous, on s'adresse beaucoup à la problématique S, donc sociétale, parce que la problématique environnementale dans le logement neuf, elle est déjà très bien encadrée en fait. Il y a des normes qui sont drastiques et qui sont imposées aux promoteurs immobiliers,
qui ne peuvent pas s'extraire en fait de ces contraintes. Ça participe d'ailleurs à l'augmentation des prix, malheureusement, parce que le coût de construction des logements neufs augmente, je dirais, mécaniquement avec l'accroissement et l'intensification des normes environnementales qui sont imposées. Donc, avec l'augmentation des prix, donc c'est pas uniquement lié aux normes, c'est aussi lié au foncier, et puis ça a été lié aussi beaucoup à la baisse des taux d'intérêt, qui a entraîné finalement également l'allongement des crédits, qui a permis finalement aux particuliers de plus s'endetter et pour finalement au final acheter plus cher le même nombre de mètres carrés. Donc on va dire que l'impact social positif est très limité. Et donc Néo-Proprio vient se positionner pour finalement offrir une nouvelle modalité d'acquisition de sa résidence principale. Nous nous adressons aux particuliers qui souhaitent acquérir un logement pour y vivre. On ne s'adresse pas aux investisseurs particuliers qui viendraient vouloir faire un investissement immobilier pour un rendement locatif. Notre dispositif est vraiment fléché vers l'accédant. Et voilà. Et l'idée de Néo-Proprio, en fait, c'est de proposer une formule d'accession limitée dans le temps, un petit peu à l'anglaise, comme à Londres, où finalement, quand vous achetez un appartement, vous allez l'acheter pour 25, 30, 40, 50 ans. Alors, dans notre cas, c'est un bail de long terme qui dure 25 ans. Et qui donc nécessite l'implication d'investisseurs institutionnels qui viennent en fait au préalable acquérir les logements auprès de nos partenaires promoteurs et qui viennent consentir en fait ces baux de très long terme qu'on appelle baux amphithéotiques et qui viennent en fait donner la pleine et entière propriété de ce logement au ménage accédant pour 25 ans. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en contrepartie du fait que l'on n'achète pas la propriété éternelle du logement, eh bien, on va pouvoir l'acheter beaucoup moins cher. En l'occurrence, vous le payez moitié prix au moment de la remise des clés, et puis vous vous acquittez d'un micro-loyer qui correspond à 1/1000 du prix du logement. Et globalement, ça vous fait une réduction de coût d'habitation de 33% par rapport à une acquisition. La moitié est financée par prêt bancaire. Et la moitié est financée effectivement par un prêt bancaire. Donc voilà, on discute avec les caisses d'épargne notamment pour monter des partenariats. C'est un crédit immobilier classique, puisque en fait les banques peuvent prêter classiquement à un acquéreur d'un bail amphithéotique, puisque en fait le bail amphithéotique, juste pour entrer dans la technique juridique, c'est en fait un droit réel immobilier. Et donc, ça veut dire que le détenteur de ce bail, il a la pleine et entière propriété du logement pendant cette durée de 25 ans. Et donc, il peut le financer à crédit. La banque peut prendre une hypothèque. Enfin, voilà, ça s'organise très classiquement. Alors, vous en êtes aux prémices parce que vous êtes en train de constituer un fonds. Exactement. Donc, on est actuellement en phase d'agrément pour être société de gestion, donc d'agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Et notre objectif est de monter un fonds d'ici à la fin de l'année de 100 millions d'euros qui viendra permettre en fait l'acquisition de 300 à 400 logements, principalement en Île-de-France, mais également dans les principales métropoles régionales. Et ensuite, une fois l'acquisition de ces logements effectués par le fonds, on viendra proposer en fait le contrat Néo-Proprio sur ces logements qui seront donc acquis auprès de promoteurs immobiliers. Et donc, ça permet aussi de participer au financement de la production de logements neufs. Et relancer un peu la machine. À notre niveau, on va essayer de relancer effectivement la production de logements, mais évidemment, il faudra que d'autres initiatives se mettent en place à nos côtés. Mais c'est vrai que la crise actuelle du logement fait que les promoteurs immobiliers ont beaucoup de mal. Alors ça va un tout petit peu mieux depuis quelques semaines avec la récente stabilisation puis légère baisse des taux. Mais les promoteurs immobiliers ont eu beaucoup de mal à vendre la production des logements, on va dire, qui ont été mis en chantier en 2021-2022.
Et ayant eu du mal à écouler finalement ces stocks-là, ils mettent très peu de nouveaux logements en chantier. Et donc aujourd'hui, en fait, on est en train de créer la pénurie des 3, 4, 5, 6 prochaines années. Et donc déjà qu'on n'arrivait pas à produire suffisamment de logements par rapport aux besoins naturels de la population, parce que je rappelle quand même qu'on a une population qui grossit, et on a surtout une décohabitation qui s'opère en France depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes dans chaque logement, puisque voilà, les familles se déconstruisent plus qu'elles ne se construisent, et du coup le besoin net de logement augmente plus vite que l'augmentation de la population. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez éventuellement une observation, un commentaire à faire, une remarque sur cette initiative? Je ne sais pas si vous la connaissiez déjà au préalable. Comment elle peut s'inscrire dans le schéma de la finance durable, peut-être? Je trouve que l'initiative, elle répond à un besoin aujourd'hui de pouvoir aussi avoir accès à la propriété. Donc c'est un enjeu qui est très fort. Nous, les sujets sur lesquels on a travaillé également, c'est finalement se dire où se situent les émissions de gaz à effet de serre sur le bâtiment, sur l'ensemble de sa durée de vie. Et on voit quand même qu'aujourd'hui, on a un gros enjeu sur l'existant, puisqu'on a globalement 80% des émissions qui sont liées au chauffage et à l'eau chaude sanitaire. Mais du coup, on retombe aussi sur la mention qui a été faite de comment on accompagne les copropriétés, notamment pour ces investissements-là, avec la nécessité aussi pour les acteurs financiers de dérisquer les prêts aux copropriétés. Enfin, c'est un sujet qui est pas simple à traiter. Nous, dans ce cadre, on propose aussi qu'il y ait un système de garantie d'État pour les banques, notamment, de façon à pouvoir sécuriser un peu les prêts qui sont faits aux copropriétés. Surtout qu'il y a des échéances réglementaires aussi très importantes, là, avec l'impossibilité de louer les passeurs thermiques d'ici à 2031. Alors, oui, enfin... Je pense qu'on ne va pas sortir les gens qui sont dans les logements, mais de toute façon, ce cadre réglementaire-là, enfin, on revient au triptyque, ce cadre réglementaire-là, il est là pour décliner des objectifs qui ont été pris en matière de décarbonation et d'efficacité énergétique. Donc derrière, c'est comment on accompagne les occupants, les entreprises, avec quels outils financiers. Et ces outils financiers, notamment pour les bâtiments collectifs, reposent essentiellement sur comment on dérisque ces crédits, comment on les simplifie et comment on s'assure aussi que les financements qu'on apporte... On a quand même des situations où, par exemple, sur une chaudière, de façon très schématique, mais il y a des investissements où en fait le retour sur investissement va au-delà de la durée de vie de l'investissement. Donc, comment on fait? C'est aussi ces horizons temporels-là qui sont extrêmement importants. Il est extrêmement important de pouvoir les rapprocher. Pardon. Merci. Sandrine Berger, une réaction? Oui, dans toutes ces initiatives qui iront dans le sens d'un engagement sociétal et d'adresser le sujet des enjeux du logement est clé. Je pense aussi à des initiatives comme le bail réel solidaire qui permet quand même l'accession aussi à la propriété en distinguant le foncier du bâti pour des personnes revenus modestes. On est aussi, nous, très impliqués sur ces sujets-là. On a, depuis le lancement, et ça fait que quelques années, mais on a financé comme ça 300 dossiers d'accession à la propriété par ce biais-là. Et je crois que toutes ces initiatives qui iront dans le sens du S, comme le disait Olivier, elles sont capitales parce qu'il y a un enjeu aussi vraiment social sur tous ces sujets de décarbonation. Oui, c'est peut-être ce qu'on a oublié d'ailleurs avec le logement. Enfin, on ne va pas non plus trop focaliser sur le logement, mais allez-y. Oui, non, juste pour rebondir, effectivement, notre dispositif Néo-Proprio est, je dirais, un cousin du BRS. La grande différence de notre dispositif, c'est qu'en fait, il s'adresse à l'ensemble de la population, dans le sens où il n'est pas limité effectivement à des plafonds de ressources, comme peut l'être le BRS, qui s'adresse en fait exclusivement
à une population, on va dire, du champ du logement social, quoi. Oui, Voilà. oui, oui. Et puis, ce que vous m'expliquez aussi, c'est que vous élargissez le spectre de la Oui, voilà, en population fait, qui peut avoir accès à la propriété. Exactement. En fait, nous, notre enjeu, c'est en fait ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'accès à la propriété classique de son logement est réservé bien souvent, en tout cas dans les zones tendues, aux déciles de revenus de la population les plus élevés, c'est-à-dire aux déciles 9 et 10 de la population. Et si vous n'êtes pas en fait dans cette partie-là, vous ne pouvez pas acheter, sauf à acheter un appartement qui ne correspond pas à vos besoins, c'est-à-dire quelque chose beaucoup plus petit ou beaucoup plus loin ou en mauvais état, etc. Donc, on va dire le logement cohérent avec vos besoins, il est réservé finalement aujourd'hui à une faible portion de la population. Et voilà. Et notre enjeu et notre mission est effectivement de pouvoir élargir de 3 voire 4 déciles la population qui devient éligible justement à la propriété, quoi. Donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu, on va dire, sociétal de notre Finalement, toutes ces actions collectives qui cumulées vont permettre d'avancer et d'accélérer, en fait. Il y a un point que je voulais ajouter qui est absolument crucial et l'ensemble des acteurs financiers sur le secteur du bâtiment ont un rôle extrêmement important à jouer, c'est que sur la partie bâtiment, il ne faut pas louper le moment de la mutation. C'est-à-dire le moment où le logement est revendu, ou le moment où le locataire sort et va y en avoir un autre. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut engager des travaux en profondeur pour rendre le logement plus efficace au niveau émissions de gaz à effet de serre et au niveau énergétique. Et cet enjeu de mutation, il est vraiment crucial. Ça coule pas de source. On aurait l'impression qu'au regard du climat actuel, on y penserait, non ? Si vous faites cette remarque, c'est que ça coule pas de source. C'est juste de la même façon qu'en ce moment on parle aussi beaucoup dans le cadre d'adaptation sur ces investissements, de dire il faut qu'on ait le réflexe adaptation, il faut qu'on ait le réflexe rénovation énergétique et carbone. C'est-à-dire que quand je vais aller voir par exemple mon banquier en tant que particulier pour acheter un appartement ou une maison individuelle, si je me dis j'aimerais bien refaire le crépi, peut-être qu'on peut réfléchir à l'isolation extérieure par exemple, ou l'isolation des combles, et avoir cette approche un peu par bouquet de travaux qui permettent d'avoir un vrai gain énergétique et émissions de gaz à effet de serre en même temps. Et c'est des travaux qu'on ne refera pas pendant qu'on vit dedans en fait. Tiens. Ok, merci beaucoup. Toute dernière question à vous trois avant de laisser la parole à la salle si jamais il y a des questions. Les assises du Grand Paris de 2024 donc ambitionnent de créer un baromètre francilien de la décarbonation. Comment vous pourriez éventuellement contribuer à l'élaboration de ce baromètre ou quelles suggestions vous pourriez nous faire pour créer ce baromètre pour qu'il soit pertinent. Alors, l'enjeu, c'est de le présenter en fin d'année, enfin le 28 novembre, lors de la plénière. Je vous laisse prendre la parole. Du coup, nous, notre vision côté Institut de la finance durable, et je pense que ça peut être tout à fait déployable au niveau local, c'est que la transition écologique est vraiment synonyme d'une véritable révolution industrielle, et que quand on parle de décarbonation des secteurs, combien ça va me coûter de décarboner tel secteur, quels sont les investissements à faire. Il faut aussi avoir en tête qu'est-ce que ça va me rapporter en termes de tissu économique. Et c'est ce qu'on voit avec des acteurs qui apparaissent aussi pour répondre à des besoins, que ce soit sur des solutions de financement ou des solutions technologiques. Je pense que c'est très important d'avoir cette vision globale de quel est l'écosystème économique que je crée autour de mon projet décarbonation. Et en termes d'attractivité, vous me disiez tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Ouais. Du coup, c'est... Voilà. Ok. Oui, c'est pas qu'un coût. L'investissement dans la décarbonation, ça peut être aussi un apport et un gain. Ça peut être effectivement un apport et un gain, et je pense que la dynamique, elle se reflètera par ces investissements, justement, dans la décarbonation. Quel est le montant alloué d'investissement dans la décarbonation ? Quelle est aussi, on parlait d'épargne tout à l'heure, mais je pense que l'attractivité de l'épargne sur des fonds ISR, par exemple, sera aussi le reflet d'une dynamique de notre territoire pour aller vers cette décarbonation. Parfait. Olivier.
J'ai pas beaucoup de choses à ajouter, si ce n'est de dire que, en tout cas sur le secteur de on va dire de l'immobilier résidentiel, encore une fois, c'est déjà assez bien, voilà, assez bien normé. Moi, je pense que les sujets les plus importants qu'il faut intégrer dans les mesures, c'est les sujets de mobilité. En plus on va dire de la construction des bâtiments, mais voilà, toute la mobilité qu'on doit organiser, la mobilité douce, l'accès au transport, voilà, c'est vraiment un enjeu clé. Okay, génial, merci beaucoup. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions à formuler à nos intervenants? Oui, monsieur. Pardon, merci mesdames, messieurs. Je voudrais revenir, vous avez... Vous présentez, pouvez vous présenter, monsieur? Oui, pardon, Guy Malherbe, ancien député maire honoraire d'une commune voisine de la Grande Couronne. On parle du financement, mais vous avez évoqué effectivement un peu le problème de l'amortissement, parce qu'on n'en parle jamais, ou en tout cas dans ce que je lis, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, on ne parle jamais de l'amortissement. Or, c'est la chose la plus importante. C'est bien d'investir. Mais combien de temps vais-je mettre à amortir mon investissement? Quand je suis un particulier, vous avez évoqué le cas d'une certaine personne, il faut peut-être 25 ans pour amortir ma chaudière. On peut se poser la question, effectivement, de l'intérêt. Quand je suis une commune, combien de temps, l'économie que je vais faire, je vais amortir mon investissement? On peut avoir une réflexion à moyen ou long terme, et dire l'investissement est intéressant parce que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, je vais effectivement amortir mon économie. Quand je suis chef d'entreprise, je raisonne à court terme. Combien de temps vais-je mettre pour amortir mon investissement? Est-ce que le marché du bien que je produis va-t-il me permettre de l'absorber? Est-ce que je vais devoir rogner sur ma marge? Est-ce que je vais pouvoir augmenter mon prix un petit peu et rester compétitif sur le marché? Combien de temps? Voilà l'amortissement. Et ensuite, on oublie aussi l'incidence peut-être sur l'inflation. Parce que quand je suis chef d'entreprise, soit je réduis un peu ma marge, parce que je peux le faire, soit je n'ai pas de marge, justement, je suis obligé d'augmenter mon prix. Et sur le marché, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que mon produit reste concurrentiel? Et ça, c'est absent des débats, ceci. Et est-ce que, en tout cas dans ce que je lis ou j'entends, c'est bien souvent absent. On dit, si je gagne 20 € par mois, très bien. Bon, ok, 20 € par mois, mais pour quel investissement et combien de temps il va falloir que j'économise 20 € par mois pour retourner mon investissement? C'est très souvent absent du discours. Enfin, en tout cas, de ce que je vois. Ensuite, ma deuxième interrogation, c'est sur le bail emphytéotique. C'est vrai qu'en Angleterre, c'est la pratique. Personne n'est propriétaire de son logement. C'est la tradition, c'est la coutume. Voilà, les Anglais vivent comme ça. Sauf que les Français ne sont pas des Anglais. Les Français sont des Français et ils veulent être propriétaires de leur logement. Et ils veulent être propriétaires de leur logement parce qu'il y a la transmission aux générations suivantes. Alors, c'est un changement de mentalité complet pour faire que le bail emphytéotique dans l'acquisition de logements fasse des progrès. Voilà, mes deux interrogations. Merci, monsieur. Cécile? Alors, très rapidement sur la question de l'amortissement. Ce sont des débats qui ne sont pas forcément tenus sur la place publique parce que c'est dans le cadre des PLF, tout simplement. Et que ce ne sont pas des sujets qui sont toujours très simples à exposer comme ça, mais clairement, nous, ça fait partie des préconisations, enfin des propositions qu'on a faites dans le cadre du rapport sur la décarbonation du bâtiment. C'est comment on fait pour accélérer en fait les amortissements sur les investissements qui sont liés à la transition énergétique, pour justement rapprocher ces temporalités-là. Et du coup, je laisserai... Ils y sont quand même globalement, mais c'est juste que... bref. Est-ce qu'on va devenir anglais On ne va pas devenir anglais. Ils ont essayé plusieurs fois.
Non, vous avez raison. En France, c'est quelque chose qui n'est pas dans les mœurs. Alors néanmoins, d'ailleurs, il y a une étude qui va bientôt paraître. Je ne veux pas vous la dévoiler en priorité, en avant-première, mais voilà, la Fédération nationale des caisses d'épargne va bientôt publier une étude qui dit quand même que voilà, les mentalités changent et qu'en fait, en face de la grande difficulté de nos compatriotes à se loger, les alternatives sont les bienvenues. Voilà, ça, c'est le premier point, c'est qu'en fait, il y a quand même une très grosse crise et les jeunes n'arrivent pas à se loger, même si vous êtes avec 2 salaires en Île-de-France, avec des plutôt bons revenus, vous n'arrivez pas à acquérir. Si vous voulez louer, vous êtes en compétition avec 40 dossiers et si vous n'avez pas des parents qui vous donnent une caution, etc., en fait, votre dossier, il est pas accepté. Donc, il faut aussi mesurer d'un côté l'ampleur du problème. Ensuite, le bail emphytéotique, comme je disais, c'est un droit réel. Du coup, ça rentre complètement dans l'actif successoral. Le droit réel est transmissible. Et donc, pendant cette durée de 25 ans, si vous avez un accident de la vie, vos ayants droit, ils récupèrent ce droit réel et donc profitent du bail jusqu'à son terme. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le parallèle que je vais faire avec le leasing automobile. Jusqu'en 2010, le leasing automobile en France, il était réservé aux entreprises. C'était pratiquement que les flottes d'entreprises qui qui finançaient l'acquisition donc des voitures par ce biais-là. Et en fait, on a remarqué qu'à partir des années 2010, les voitures en France, la voiture de base, on a regardé sur une Golf premier prix. Et les Golf, c'est intéressant parce qu'en fait, les Golf, ça existe depuis 40 ans et puis à chaque fois, il y a une nouvelle Golf. Sauf que de 1980 jusqu'en 2010, la Golf entrée de gamme, elle se vendait à peu près entre 7 et 8 mois du revenu moyen des Français. Et donc les Français, ils les achetaient classiquement avec un crédit, on va dire un crédit auto. Et puis à partir de 2010-2011, les prix des voitures ont commencé à dévier, à augmenter beaucoup plus vite que les revenus. Et aujourd'hui, une Golf, ça vaut plutôt 13 mois. Ça vaut 13 mois de revenus. Et bien aujourd'hui, 50% des voitures en France sont acquises en LOA par les particuliers. Donc les mentalités évoluent. Mentalité évolue. Mais pourquoi l'ont-ils réussi? Ils ont refusé de baisser le prix de leur voiture. Au contraire, ils ont augmenté, comme vous l'avez signalé. Et donc, sur les véhicules sur lesquels ils ont une grosse marge. Oui, absolument. Mais aujourd'hui, le problème des promoteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas baisser leur prix parce que le coût de construction est très élevé. Donc, ça veut dire que les promoteurs ne baisseront pas leur prix, ils resteront, et c'est une facilité d'accession. On transpose au domaine immobilier ce qui se fait aujourd'hui avec succès pour l'automobile. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Sauf s'il y a une autre question, mais je pense pas. Non, voilà. Écoutez, merci infiniment. C'était très intéressant. Très bonne journée.